très importante en ce qui concerne la mobilité. Et je suis ravi qu'on ne m'ait pas demandé de parler de l'éducation finlandaise, parce que c'est ce que je fais en permanence maintenant, et je suis un peu fatigué de parler de l'éducation finlandaise, notamment parce qu'il y a un certain nombre de mythes autour de l'éducation finlandaise qui sont assez irritants. Donc là, je vais vous parler de mobilité, et surtout, je vais vous parler de l'aspect apport interculturel. Donc mon titre est en deux parties. La première partie est sympathique, évaluer les apports interculturels de mobilité estudiantine. La deuxième partie vous donne une certaine idée un petit peu de ce dont je vais parler, nécessité d'être critique et de se battre contre le sens commun pour éviter les impasses et les impostures. C'est un titre très maladroit, mais qui en dit beaucoup. Donc je voudrais commencer, alors, je ne sais pas où il faut que je vise pour utiliser cette machine, quelque part. Je voudrais commencer par deux citations qui vont me positionner un petit peu. C'est-à-dire que je suis chercheur, avant tout, et je sais que la plupart d'entre vous sont aussi chercheurs, mais aussi praticiens ou impliqués dans l'administration. Donc mon point de vue, qui va être très critique, vient de ma position de chercheur. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que vous n'êtes pas critique, mais un petit peu pour justifier. Parce que, comme disait le collègue, j'aime beaucoup provoquer. Et là, je peux me permettre de provoquer parce que c'est la fin de journée, tout le monde est fatigué, tout le monde va dormir, donc peut-être ça ne vous dérangera pas. Donc je commencerai par une citation de Françoise Héritier, l'anthropologue qui avait succédé à Lévi-Strauss au Collège de France, qui dit « Le plaisir de la connaissance est un plaisir partagé. Le plaisir du chercheur est bien sûr de comprendre, mais c'est aussi de faire comprendre aux gens ce qu'il a compris lui-même. » Donc c'est un peu comme ça que je vois mon rôle ici. Comme vous allez voir, j'ai des vues assez critiques sur les apports, justement, de la mobilité en termes interculturels. C'est comme ça que je l'ai compris par mes travaux, par mes lectures, par mes propres expériences, et j'aimerais vous partager tout ça. Le deuxième point est tiré d'un ouvrage qui est paru récemment, qui s'appelle « Critiquer », qui interroge justement quel est le rôle du chercheur en sciences sociales, et Hague et les mieux, ou le mieux, propose 4 objectifs pour le chercheur. Le rôle du chercheur dans nos sociétés actuellement, bon, il faut vraiment s'interroger là-dessus. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils disent. Donc, tout d'abord, c'est penser autrement. Essayer d'aller un peu au-delà du sens commun, ou de la doxa, si on veut utiliser un mot savant, sur certaines questions. Montrer l'erreur. Provoquer le débat public et clarifier ses pratiques. Donc quand vous allez m'écouter, je sais qu'un certain nombre d'entre vous vont être très irrités, ce qui est très bien, ça veut dire que ça marchera, mais n'oubliez pas que c'est ma position. C'est-à-dire que dans mes travaux sur l'interculturel, le multiculturalisme ou les mobilités, c'est ce que je fais. Alors je ne sais toujours pas où je dois appuyer. C'est quel côté? C'est par là, c'est ça? Ah voilà, oui. Alors évidemment, cette question de l'interculturel n'est pas nouvelle. Je me souviens quand j'ai fait ma thèse de doctorat, j'ai fait une de mes thèses de doctorat sur cette thématique. Je pensais que c'était très original, que personne n'avait travaillé là-dessus, etc. Et je suis allé voir, simplement par curiosité, dans les thèses qui avaient été soutenues au XVIIe siècle, dans mon université, l'université de Turku, qui se place juste en face de Stockholm sur la carte. Et là, je suis tombé sur tout ça. Donc, on appelait ça des dissertations ou des discussions à l'époque, qui étaient écrites en latin, alors elles faisaient 20 pages, c'était des thèses de doctorat de 20 pages, écrites en latin à l'époque. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand je les ai fait traduire, j'avais étudié le latin jeune, mais évidemment c'est pas une langue que j'ai beaucoup pratiquée, je les ai fait traduire, et en fait, on voyait dans comment on analysait les rapports, les apports de la mobilité à cette époque, eh bien on voyait déjà beaucoup de choses que l'on retrouve par exemple dans les textes officiels de l'Union européenne sur à quoi ça sert la mobilité. Donc c'était tout à fait intéressant de voir que depuis des siècles, d'un certain côté, je vais utiliser un mot méchant, mais on rabâche plus ou moins la même chose. Alors, je vais commencer, pour bien vous exciter au début, pour que vous ne vous endormiez pas, je vais commencer un peu par ce que j'appelle les mythes sur les mobilités. Alors le titre du colloque, ou des journées, c'était « Partir pour mieux grandir » avec un point d'interrogation. Alors le premier, alors vous allez rien voir parce que c'est tout petit, mais l'un des premiers mythes que j'ai pu voir dans mes recherches ou les recherches de collègues, c'est qu'on se découvre. Alors j'ai entendu ça de centaines d'étudiants qui me disent « Moi, j'ai découvert mon identité. J'ai découvert véritablement qui je suis par mon séjour à l'étranger. »
Alors là, on est dans la problématique de l'identité. Vous savez qu'en recherche, comme dans la société actuellement, je crois, l'identité, bien sûr, n'existe pas. Hein, l'identité est quelque chose qui se construit en interaction avec les autres. Donc quand vous demandez aux étudiants, mais vous voulez dire quoi en fait? Vous avez découvert votre vraie identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la plupart du temps, ils sont incapables de répondre. Ils sont incapables de répondre parce que, évidemment, si on y réfléchit bien, on n'est pas très sûr que ça fait sens, en fait. Et là, j'ai une petite citation en anglais d'un étudiant qui m'avait dit bah, c'est tout à fait normal de dire que mon séjour à l'étranger a transformé ma vie parce que j'ai découvert mon vrai moi, ma vraie identité. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, est-ce qu'avant il n'existait pas, vous n'avez pas de soi, mais... Un deuxième mythe, c'est celui de devenir comme le local. Alors, ce qu'on appelle le local, c'est la personne qui habite dans le pays où on va. Alors, devenir ce local en termes culturels et linguistiques, ben, ça ne fait pas sens. C'est qui ce local dont on parle? Pensez à la France. C'est qui un Français? C'est quoi parler français? C'est quelle culture à laquelle on fait référence? Je suis arrivé hier à Bordeaux, quand j'étais jamais venu à Bordeaux avant, quand je vois Bordeaux, ça n'a rien à voir avec les autres villes françaises que je connais. Et on parle de qui? On parle de quelle classe sociale? On parle d'hommes, de femmes, de gens religieux, de gens qui n'ont pas forcément de religieux. Ça ne fait pas sens. Et pourtant, ce sont des choses que l'on dit en permanence. Hein, on a appris à devenir, on est devenu comme l'autre, ou on a pris la culture de l'autre. La langue, c'est la même chose. Évidemment qu'on apprend les langues. Mais on ne peut pas, parce que j'ai lu, actuellement on est en train d'analyser justement des lettres de motivation d'étudiants qui veulent partir à l'étranger, et ils disent tous, ah ben je veux partir à l'étranger parce que je veux parler comme un natif. Alors la notion natif en linguistique, on l'utilise plus depuis 30 ans. Parce que le natif, c'est qui? C'est qui la référence du natif pour le français, par exemple? C'est le Parisien qui habite dans le 16e, c'est quelqu'un qui habite dans une banlieue de Bordeaux, enfin je ne sais pas, donc quel modèle prendre? Voilà. Le troisième mythe, bien sûr, c'est quelque chose qu'on entend souvent, où les étudiants, par exemple, qui vont devoir rédiger un rapport après leur séjour, vont dire, ben voilà, moi je n'ai plus de stéréotypes sur les Français, les Finlandais, etc. Parce que je connais leur culture. Évidemment, cela vient de ce qu'on appelle le contact hypothesis en anglais, donc l'hypothèse du contact, c'est-à-dire parce qu'on est en contact avec des gens, on n'a plus de stéréotypes. Bien sûr, ça ne fait pas sens, puisque les stéréotypes demeurent, ils peuvent être utilisés ou pas, mais ils demeurent quand même malgré tout. Donc dire « je n'ai plus de stéréotypes », et là, je critique beaucoup les chercheurs. Hein, les chercheurs qui, par exemple, enseignent l'interculturel, et qui, à la fin de leur cours, après un séjour, font passer des questionnaires à leurs étudiants, leur demandant, par exemple, pensez-vous avoir moins de stéréotypes maintenant? Hein, et on évalue à partir de ça. Ben, évidemment, l'étudiant, il a passé 6 mois dans un pays étranger, il va pas dire, ben non, je suis devenu raciste, j'ai horreur des étrangers, etc. Bien sûr, je pense que les Français sont idiots et arrogants, enfin, etc., etc. Hein, donc ça ne fait pas de sens. Le point suivant, c'est que les mobilités permettent de développer la compétence interculturelle. Alors vous allez voir, j'ai un gros problème avec ça, parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire la compétence interculturelle. Parce que tout le monde l'utilise, mais en fait, on la définit rarement. Donc là, je vais essayer quand même de vous dire un petit peu ce qu'on pourrait entendre par ça, pour aller au-delà justement un petit peu des impostures que l'on trouve. Et le suivant, j'aime beaucoup le suivant. Quand on va à l'étranger, on ne doit pas passer son temps avec ce que j'appelle le même, c'est-à-dire des gens qui viennent de chez nous. C'est tout à fait intéressant ce phénomène. Pourquoi devrait-on éviter des gens? Parce que en faisant cela, on crée une sorte de hiérarchie entre la vraie altérité, qui serait, si possible, le local, contre celui qui n'est pas vraiment une altérité parce qu'il est né dans le même pays. Mais en voulant éviter justement de rencontrer les gens qui viennent de notre pays, qu'est-ce qu'on est en train de faire? J'ai entendu ça de la part de centaines d'étudiants qui disent, bah oui, non, moi je suis pas là pour parler français, moi je suis pas là pour rencontrer des gens qui sont comme moi. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Les gens ne sont pas comme nous. Je veux dire, à nouveau, hommes et femmes, ça va pas être la même chose, classes sociales vont être différentes, les gens n'ont pas forcément la même religion, les gens n'ont pas le même niveau d'études, les gens n'ont pas les mêmes intérêts, etc., etc. Donc moi j'ai un petit peu peur qu'en Europe et un peu partout dans le monde, on a construit justement, alors celui qui est en haut de la hiérarchie, c'est le local, c'est-à-dire celui qui vient du pays, un vrai local, pas un faux. Par exemple, moi en Finlande, je suis un faux local, parce que je suis ce qu'on appelle un nouveau Finlandais.
Hein, donc les gens ne vont pas s'intéresser à moi, parce que je ne suis pas un vrai Finlandais, entre guillemets. Hein. Donc il y a le local, ensuite il y a l'étudiant Erasmus, hein, l'autre étranger. Bon, malheureusement on est un peu collé avec eux, donc on est obligé d'être avec eux, mais on aimerait bien ne pas être forcément avec eux. Et en bas de l'échelle, alors c'est celui qui vient de notre pays qu'il faut absolument éviter parce que, je ne sais pas pourquoi en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de déceptions qui sont liées à cette catégorisation qui en 2013 ne fait absolument pas sens, à mon avis. Donc vous voyez que dans ces mythes, alors je cherche toujours le bon endroit pour changer, dans ces mythes, là on a tous les concepts qu'on utilise pour parler d'interculturel et qui posent des problèmes. Identité, culture, langue, rencontre, compétences interculturelles, et soi et autre. Qui est l'altérité? Qui est cet autre dont on parle toujours? Eh bien cet autre ici est résumé simplement au statut d'étranger. Alors d'où viennent toutes ces idées? Alors là on est tous responsables. On a tout d'abord les institutions avec leur discours bien vide sur ce que ça apporte. Les décideurs, les chercheurs. Les chercheurs contribuent aussi à faire passer ce genre d'idées. Il y a aussi les discours sociétaux positivants sur la mobilité. Pourquoi la mobilité c'est positif? Parce que ça fait partie de l'ère du temps. Il faut être mobile. Mais bon, est-ce que c'est vraiment si positif que ça? À nouveau, il faudrait s'interroger. Il y a aussi les productions culturelles. Je sais qu'hier, vous avez montré l'auberge espagnole. C'est extraordinaire de voir la différence des discours des étudiants après la sortie de l'auberge espagnole. J'ai interviewé des étudiants avant le film, avant que le film soit connu, et après le film, et très souvent, les gens me disent « Ah, c'est comme dans l'auberge espagnole ». Donc comment ce film, en fait, influence comment on perçoit l'expérience Erasmus. Alors que l'auberge espagnole, pour moi, est vraiment une vision très limitée, bien sûr, de la mobilité. Les prédécesseurs aussi, en général, ce qu'on fait par exemple dans les universités finlandaises, on demande à des gens qui sont partis dans un tel pays de rencontrer des gens qui vont partir dans le pays, et voilà, c'est comme ça qu'on va réussir en fait à faire passer un certain nombre de mythes sur tout ça. Il me semble qu'actuellement, on vit quand même dans un monde, moi je pense aux universités finlandaises, donc je ne me positionne pas par rapport à vos contextes, où on vit une sorte de violence symbolique de ce que j'appelle l'internationalisation à outrance. Récemment, notre bureau des affaires internationales à Helsinki m'a demandé de faire une intervention dans le cadre d'une journée pour les doctorants, pour les stimuler, pour qu'ils partent à l'étranger. Donc ils me demandent, moi je suis chercheur, bon j'arrive, je leur envoie un titre, je leur propose le titre suivant. Academic mobility, is it really worth it? Donc est-ce que la mobilité académique vaut la peine? 3 secondes après, une dame de l'administration m'envoie un message en disant c'est quoi ce titre? Parce qu'on veut essayer de motiver les gens pour qu'ils bougent, donc si toi tu arrives et tu commences à questionner tout ça, ça ne nous plaît pas trop. Et donc moi j'ai dit c'est clair, je ne viens pas si je ne peux pas être critique, parce que le but c'est aussi d'être critique. Is it worth it? Oui, c'est worth it, mais des fois non. Et il faut être tout à fait réaliste par rapport à ça. Je sais qu'on a des pressions pour internationaliser. Soit dit en passant, mon université a reçu un prix récemment parce que c'est l'université apparemment la meilleure université en Europe pour l'internationalisation. Alors, si vous avez visité l'université d'Helsinki, je pense que ça va vous faire rire. Dans mon département, 100 membres, 120 staff, pas un seul étranger. Les étudiants viennent, il n'y a pas de cours en anglais, donc ils ne peuvent pas prendre des cours, on leur balance des bouquins pour qu'ils étudient et ils font des essais à la maison. Donc, enfin bon, peu importe, on pourrait faire ça avec Stop. Alors ça, c'est un discours officiel, c'est tiré de l'Union européenne. Voilà comment l'Union européenne utilise le discours des chercheurs pour nous faire croire que la mobilité permet de développer les compétences interculturelles. Mais pour pouvoir dire ça à nouveau, il faut peut-être savoir ce qu'on entend par ça. Et il n'y a aucune définition sur le site de l'Union européenne de ce que c'est que les compétences interculturelles dont ils parlent. Bien sûr, ils ne sont pas bêtes, ils ne vont pas les définir. Parce que s'ils les définissent, les gens vont dire « Ah ben non, on n'est pas d'accord. Nous, on ne l'entend pas comme ça. » Alors que si on met un truc comme ça, bateau, en plus en disant « Les chercheurs montrent que… » D'ailleurs, ils se trompent, parce que justement, les chercheurs montrent que ce n'est pas forcément le cas. Mais bon, ça fait partie de la publicité. Voilà, bon, alors, donc attention, je trouve qu'il y a des dangers auxquels on doit faire vraiment…
on doit faire attention. Alors, donc pour revenir à mon sujet, évaluer les apports interculturels des mobilités. Il faut s'interroger sur le mot interculturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je vais utiliser mes propres travaux, mais aussi un certain nombre de gens très compétents, comme Martine Abdallah-Pretzel, que peut-être certains d'entre vous connaissent, ou bien Adrian Holiday, qui travaille en Angleterre, ou bien Ingrid Piller, qui travaille en Australie, et nous partageons tous ces idées, en fait, sur ce que l'interculturel n'est pas, plutôt. Ces idées que je vais vous montrer, en fait, sont tirées de mes publications. Donc là, j'ai 4 ouvrages qui sont parus sur ces problématiques, dont Imposture interculturelle, que je vous recommande si vous voulez être encore plus irrité. Voilà. Alors, je commence avec une petite citation d'Henri Bergson. Hein, vous aimez bien Bergson, vous avez dû l'étudier, tout le monde, vous vous souvenez, quand vous étiez au lycée. Bergson, à mon avis, faisait de l'excellent interculturel dans ses travaux. Alors, ce qui paraît bizarre, parce qu'il ne parlait pas vraiment d'interculturel. Alors, il nous dit, essayer un concept à un objet, c'est demander à l'objet ce que nous avons à faire de lui, ce qu'il peut faire pour nous. Là, je pense à l'interculturel. L'interculturel, on le place sur un objet qui est la mobilité, et on fait faire à cet objet ce que l'on veut par notre compréhension du monde. Coller sur un objet l'étiquette d'un concept, c'est marquer en termes précis le genre d'action ou d'attitude que l'objet devra nous suggérer. Toute connaissance proprement dite est donc orientée dans une certaine direction ou prise d'un certain point de vue. Martine Abdallah-Pretzel, la plus grande, le gourou de l'interculturel en France et les pays francophones, disait déjà en 1985 « L'expression communication interculturelle est une tautologie ». Ce qu'elle entend par ça, c'est que toute communication est de toute façon interculturelle. Quand nous définissons nous-mêmes une situation comme étant interculturelle, c'est nous qui greffons ce concept sur la situation. Imaginez par exemple si on a des gens de pays différents ici, qui vont commencer à parler ensemble. Moi, en tant que chercheur, je vais dire, ok, je vais observer cette situation comme étant interculturelle. Mais moi, je la considère comme étant interculturelle. Est-ce que j'ai demandé à ces gens si eux la considèrent comme interculturelle? La plupart du temps, non. Et pourtant, le chercheur va utiliser un mot figé pour analyser ce qui est en train de se passer et donc donner une certaine orientation à ces résultats. Alors, l'interculturel. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est l'inter ou le culturel? Vous allez voir que pour moi, c'est l'inter. L'interculturel, en général, on le comprend comme ça. C'est apprendre la culture de l'autre, en se concentrant essentiellement sur les différences. Et, à la limite, être interculturel, c'est être capable de devenir comme l'autre pour pouvoir communiquer avec lui. Ce qui ne fait pas sens. Ce qui ne fait pas sens parce qu'on ne peut pas devenir comme l'autre, puisque l'autre existe dans une certaine pluralité. Communiquer avec les autres cultures, alors ça m'irrite cette expression. Pourquoi ça m'irrite? Parce que, désolé, j'essaie désespérément de communiquer avec des cultures, j'ai jamais trouvé une culture. Je parle avec des gens. Et pourtant, on continue à dire ça. Communiquer parfaitement, respecter la différence, alors ça aussi, bon, je ne vais pas commencer avec tout ça, parce que vous allez lancer vos chaises, mais respecter la différence, ça n'a pas de sens. Quelle différence? Qui décide quelle est la différence qu'on peut accepter? Si quelqu'un me crache au visage en disant dans ma culture, ça fait partie de la communication, je l'accepte. C'est un exemple un peu ridicule, mais des fois, on nous fait passer des choses comme étant culturelles, et on s'excuse, en fait, qui est une excuse. La culture comme une excuse, c'est un bouquin que j'ai publié l'année dernière d'ailleurs, la culture comme une excuse. Vraiment, parfois, ça se passe comme ça. Je pense qu'on l'a tous plus ou moins vécu. Être tolérant, ça n'a pas de sens. Parce que tolérant, c'est pas suffisant, c'est très passif être tolérant. Il faut quelque chose de beaucoup plus engagé. Tolérer, moi je trouve que c'est très... Alors il y a un bon mot en anglais, mais je ne sais jamais comment le traduire en français. Patronizing. Quelqu'un sait le traduire en français? Patronizing, c'est regarder de haut en fait. Quand vous tolérez quelque chose, vous regardez de haut. Moi je trouve ça problématique. Il y a aussi un peu l'idée que dans l'interculturel, il faut aimer tout le monde. Excusez-moi, non. Et je pense qu'on n'a pas le droit d'aimer tout le monde. On a le droit de respecter, ouais, mais on n'a pas le droit d'aimer tout le monde. Et ça, on ne peut pas l'imposer à tout le monde. On ne peut pas l'imposer.
continuons. Donc vous voyez, je les ai rayés. Moi, ce que je vous propose, c'est de parler de ce que j'appelle un post-interculturel. Post-interculturel, ça fait très antélo, ça fait très postmoderne. Tout le monde déteste le mot postmoderne. Je me suis dit, je vais mettre post-interculturel, comme ça sera un post-interculturel. Mais l'idée de post-interculturel, c'est qu'on se déplace de ces problématiques. Donc je vais vous donner quelques petits points pour vous essayer de vous définir un peu c'est quoi ce post-interculturel. Le premier aspect, c'est on se bat contre ce que j'appelle la biologisation du culturel. C'est-à-dire cette idée que parce qu'on vient d'un lieu, c'est naturel. Ça vient, c'est dans notre corps. D'ailleurs, vous savez, quand vous expliquez ce que vous faites dans votre culture, si quelqu'un vous dit ben, pourquoi vous faites ça, en général, on va répondre bah, c'est naturel. C'est comme ça. Non, c'est pas naturel, ce sont des choses que l'on a construites avec les autres. J'ai une citation de Malouf, Amin Malouf, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Identité meurtrière, qu'il a publié en 1998. Et voici ce qu'il dit. Imaginez un nourrisson que l'on retirerait de son milieu à l'instant même de sa naissance pour le placer dans un environnement différent. Comparez alors les diverses identités qu'il pourrait acquérir, les combats qu'il aura à mener et ceux qui lui seraient épargnés. Est-il besoin de préciser qu'il n'aurait aucun souvenir de sa religion d'origine, ni de sa nation, ni de sa langue, et qui pourrait se retrouver en train de combattre avec acharnement ceux qui auraient dû être les siens. En Finlande, actuellement, c'est ce qu'on fait en éducation. On recherche les origines de nos étudiants pour qu'ils se sentent mieux. C'est-à-dire, si on a un jeune gamin d'Afrique, eh bien, il va devoir jouer le gamin d'Afrique. On va lui demander, pendant nos merveilleuses fêtes qu'on appelle multiculturelles, de jouer l'africain, de porter la djellaba de ses parents, etc., même s'il n'est jamais allé en Afrique, et même s'il ne parle même pas, à la limite, la langue de ses parents. Donc, on biologise d'un certain côté ce que nous, on considère comme étant la culture de ces personnes. Et ça, éthiquement, il me semble que c'est inacceptable. Biologisation, ce sont aussi certains faits. Par exemple, alors je vais commencer avec l'exemple français, je finirai avec l'exemple finlandais. L'exemple français, quand certains collègues francophones qui travaillent en Finlande me disent « Oh, ces Finlandais, ils ne savent pas écrire, hein. On voit qu'ils ne sont pas français, parce que nous, les Français, notre langue, c'est la langue de la logique, c'est la langue, etc. etc. » Une langue, on ne peut pas dire, je veux dire, on est là dans la biologisation de la langue. Pour le côté finlandais, il y a un mot finnois que vous allez tous et toutes apprendre aujourd'hui, qui se dit « sisu ». Ça s'écrit S-I-S-U. Le sisu, cela fait partie de l'imaginaire de ce que c'est qu'un Finlandais. Le sisu, c'est la persévérance, la capacité à se battre jusqu'au bout. Et si vous demandez à de nombreux Finlandais, ben, c'est quoi un Finlandais? Il va vous dire, nous avons du sisu, c'est-à-dire nous sommes persévérants, etc., etc. Et de temps en temps, nos amis étrangers, on dit à nos amis étrangers, mais vous n'êtes pas Finlandais, vous n'avez pas de sisu. Ce qui, à mon avis, est très dangereux. Parce que je pense que la persévérance et le combat, etc., n'est bien sûr pas national, n'est bien sûr pas dans le corps, mais c'est quelque chose que l'on aura construit ou pas selon les situations, les difficultés qu'on a eues. Quand on me dit j'ai pas de sisu, je me sens très insulté parce que j'ai quand même fini professeur des universités en Finlande. C'est pas facile. Parce que je ne suis pas né en Finlande, et il y a un racisme institutionnel qui fait qu'on ne peut pas normalement avoir cette position. Donc je pense que j'ai quand même eu un tout petit peu de sisu dans ma vie. Hein, un peu, allez, on est d'accord. Alors, une autre petite... Je vous mets plein de citations parce que j'adore, parce qu'en fait, je n'ai pas inventé tout ça. Tout ça sont des anthropologues, des philosophes qui l'ont dit, et je préfère qu'on les écoute que moi, en fait. Je pense qu'ils le disent mieux. Là, c'est François Julien, qui se spécialise sur la Chine. J'aime pas en général ce qu'il fait, mais il s'améliore de temps en temps. Et là, dans un ouvrage récent, il nous dit ça, et ça, je trouve que c'est merveilleux. La différence n'est pas un concept aventureux. Ben, j'aurais pas pu le dire mieux. C'est-à-dire que l'interculturel, très souvent, c'est la différence, la différence, la différence, la différence. Oui, d'accord, on est différents. Et d'ailleurs, on est tous différents. On est quand même assez similaires. Pourquoi ne pas commencer par regarder ce qui nous rassemble? Il y a quand même des millions de choses qui nous rassemblent. Ben non, parce que la différence, c'est facile à trouver. Si je vous regarde tout, je peux vous dire une différence. Par contre, une ressemblance, ben, ça veut dire qu'il faut que je passe un petit peu plus de temps pour discuter avec vous. Et ce temps, on ne l'a pas
Dans la formation d'interculturel, par exemple, on n'a pas le temps la plupart du temps. Hein. Dans mon université, la formation des Erasmus, c'est une session de 45 minutes avant le départ. Ben évidemment, c'est facile de donner des différences en ce cas-là. Par contre, pour leur donner des outils pour observer justement les ressemblances, ben là, ça demanderait toute la vie, lifelong learning d'un certain côté. Ou une formation beaucoup plus longue. Ça, je vais sauter. Alors, mon deuxième point, c'est... vous savez, un de mes ennemis, c'est le mot culture. J'aime pas ce mot, et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, quand on parle de culture, c'est souvent un lien à la différence, à nouveau. Et, comme le dit Harlan Quinn, la culture, c'est pas ce qu'on voit, mais la culture, c'est que... la culture est ce que l'on voit avec. Vous voyez la différence? C'est pas ce qu'on voit, mais c'est ce qu'on voit avec. C'est-à-dire qu'on a une espèce de filtre comme ça, ou alors comme dit un anthropologue norvégien, j'aime beaucoup, il dit la culture c'est un peu comme une couverture. Vous savez quand vous avez froid, etc. Vous mettez la culture sur vous et ça vous rassure parce que vous sentez chaud, etc. Donc là, c'est vraiment ça, et c'est ça le problème. Parce que la culture est trop souvent une excuse trop facile pour expliquer, par exemple, des problèmes de malentendus, ou pour expliquer le fait qu'on n'arrive pas à communiquer avec quelqu'un, ou pire, le fait qu'on n'aime pas quelqu'un. Et on n'aime pas cette personne à cause de la culture. Quoique, c'est pas très politiquement correct de dire ça. En général, on va peut-être pas dire à cause de la culture, parce que, vous savez, le mot culture est un mot magique. Vous faites je vais être un peu vulgaire, vous faites une grosse saloperie à quelqu'un, et vous dites, excusez-moi, dans ma culture, c'est acceptable. Très rarement, les gens vont quand même oser à vous remettre en question, se dire il a utilisé le mot magique, ok d'accord, bon, c'est pas très sympa, mais bon, peu importe, on va le faire. Hein ça, à mon avis, c'est là où ça pose un problème, parce que quand on dit l'interculturel, c'est apprendre la culture de l'autre, mais on parle de quelle culture? C'est qui cette culture? C'est quoi? C'est quel contexte? C'est quel interlocuteur? À nouveau, désolé, la culture de quelqu'un qui habite dans le 16e à Paris et la culture de quelqu'un qui habite dans un petit village quelque part et qui n'a pas l'occasion de sortir, je ne sais pas comment ça se rassemble, à part les imaginaires qu'ils vont partager sur qu'est-ce que ça veut dire être français, etc., etc. Je vous rappelle que quand Sarkozy avait lancé ce merveilleux débat sur l'identité française, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il n'y a pas de réponse. 60 millions de gens ne peuvent pas s'entendre sur ce que c'est que cette identité ou ce que c'est que cette culture française. D'ailleurs, il y avait aussi des objectifs politiques là-dessous, mais on va cacher ça. Donc, par exemple, Vical, non, parce que c'est trop facile de critiquer Sarkozy. Je trouve que le pauvre, bon, je ne le soutiens pas parce que je m'en moque à la limite, mais bon, c'est trop facile. Vical, une anthropologue norvégienne, nous dit si les gens de différentes cultures se rencontrent, eh bien, on doit les regarder avant tout comme individus, ou même personnes. Moi, je préfère le mot personne à individu. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. C'est une question vraiment idiote. Quelle est l'origine du mot personne en latin? Pardon? Quelqu'un l'a dit. Et ça veut dire? Le masque. Hein? Donc la personne, le masque, les masques, les identités multiples dont nous sommes tous, nous avons tous ces identités multiples. C'est pas seulement le pauvre immigré. Moi j'en ai marre qu'on utilise par exemple le mot diversité, diversité culturelle, pour faire référence à l'immigré. Et nous, on n'a pas le droit d'être divers. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si nous on était des moutons. Je fais partie d'un projet nordique, le titre c'est Diverse Teachers for Diverse Learners. Donc, des enseignants divers pour des élèves divers. Quand je suis allé à la première réunion, j'ai attendu 6 heures. Je pense que vous avez compris, j'ai pas beaucoup de patience, mais j'ai attendu 6 heures pour voir qui allait nous définir ce que c'est diverse people. Donc ces gens divers. Rien. Au bout de 6 heures, je lève la main, je dis éléphant dans la salle, gros éléphant dans la salle, on parle de qui là exactement? Il n'y a pas un seul qui répond, il y avait une vingtaine de personnes, et là je dis, je peux faire une hypothèse. Si on avait été ici il y a 10 ans, dans les pays nordiques, le projet, on aurait appelé le projet Migrant Teachers for Migrant Learners. Et ils ont tous fait. Et je dis, mais alors pourquoi divers c'est l'autre? Et nous, on n'a pas le droit à cette diversité. C'est très intéressant parce que ça met une espèce de hiérarchie positivante, mais en fait qui n'est pas du tout positivante. Parce que la diversité devient quelque chose de négatif, entre guillemets, alors qu'on veut
Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les diversités. Je parle de diversité de chacun, et pas d'essayer de trouver une pseudo-diversité qui est tellement problématique, parce que sa définition se fonde sur le point de vue de celui qui observe, bien sûr. Alors, Hoskins et Sala, eux, disent, bon, on n'arrête pas de se concentrer sur le mot culture, mais en fait, ce qui se cache derrière cette concentration, c'est le fait qu'on ne veut pas traiter directement, par exemple, des relations de pouvoir. C'est tellement facile. Alors, il y a un anthropologue qui a fait un travail très intéressant. Il a regardé un certain nombre d'articles de chercheurs qui travaillent sur les immigrés. Il a vu que dans les titres des articles, quand on parlait des immigrés, on disait culture, et quand on parlait de nous, on disait société. Parce que la culture, évidemment, des fois dans notre représentation, c'est le truc de l'autre, un peu, etc., etc. Et donc eux, ils disent, vous savez aussi que, par exemple, le mot race, on ne peut pas l'utiliser en français et en finlande. Alors, il y a des pays européens où on peut. Mais très souvent, au lieu de l'utiliser, on utilise deux mots. Soit ethnicité, même s'il y a des gens qui disent non, c'est pas la même chose, etc. Mais très souvent, dans ce que j'entends, c'est la même chose, mais ça fait plus cool, ethnicité. Vous pouvez pas dire non. Parce que dès qu'il y a comparaison, il y a comparaison. Donc, c'est-à-dire, implicitement ou explicitement, il y a comparaison. Un exemple, les Chinois, nos amis chinois. Je travaille beaucoup sur les Chinois actuellement, parce qu'alors là, en Europe, on est merveilleux pour créer des images complètement ridicules des Chinois. L'autonomie des Chinois en éducation. Alors, quand les Chinois viennent chez nous, on dit ils n'ont pas d'autonomie, parce qu'à cause de Confucius. Alors, Confucius, j'aime bien, parce que pour expliquer l'attitude des Chinois, on passe par Confucius. Par contre, pour expliquer nos attitudes, on s'excuse jamais avec Platon, ou même Jésus, à la limite, ce qu'a dit Jésus. Mais pour les Chinois, c'est ok, bon, on va dire Confucius. Donc, il lève la main droite quand il parle, parce que Confucius a dit qu'il faut lever la main droite. C'est n'importe quoi. En plus que c'est repris politiquement par la Chine actuellement. Vous savez que pendant la révolution de Mao, Confucius à la poubelle, maintenant on le ressort, on a créé des instituts Confucius, etc. Donc, les Chinois ne sont pas autonomes. En éducation, on a tous cette image qu'ils sont dans une grande salle et il y a 120 robots qui répètent simplement ce que leur dit, etc. Moi, j'ai vu quand même dans des cours un peu partout dans le monde, des étudiants chinois étant traités différemment parce qu'ils sont chinois. C'est-à-dire qu'on donne une activité où il faut communiquer, vous savez, il faut toujours communiquer de nos jours, et on dit aux Chinois, vous attendez, parce que dans votre culture c'est différent, vous ne faites pas comme ça. Et j'ai interviewé des étudiants chinois qui disent il y en a marre qu'on nous prenne pour des idiots. Parce que, évidemment, quand nous on dit, nous les Européens, on est autonomes, que les Chinois ne sont pas autonomes, on se met en avant. Parce que être autonome de nos jours, c'est un truc très positif. Alors que l'autre, lui, il n'est pas autonome. Et vous savez, il y a toute cette idée aussi, j'entends des choses sur les Chinois, par exemple, vous savez que, même d'intellectuels, mais je ne noterai pas les noms, qui disent les Chinois ne peuvent pas penser à cause de leur langue. Parce que leur langue ne permet pas de penser. C'est vachement sympa comme commentaire, je trouve. Surtout quand c'est un chercheur qui dit ça et qu'il y a de l'autorité, évidemment, je ne dis pas que les gens sont bêtes, mais quand on entend ça, on se dit si lui au Collège de France il dit ça, effectivement, il y a de la vérité. Et les gens commencent à croire à ce genre de truc, parce qu'il y a un intellectuel qui dit ça. Alors, attendez. Je passe. Alors, nous, ce qu'on aimerait bien dans le poste interculturel, c'est passer à ce qu'on appelle la simplexité. J'adore ce mot parce que personne ne le comprend en général. Donc j'espère que vous allez comprendre parce que je ne sais pas bien l'expliquer. Mais vous savez, tout le monde actuellement travaille sur la complexité. Alors combien de fois je massacre mes doctorants quand ils disent « Moi, je me place dans un paradigme de la complexité. » Je leur dis « Ah, t'es un super humain. » Parce qu'un chercheur ne peut pas travailler sur la complexité. Il peut travailler, mais on ne peut pas atteindre, bien sûr, la complexité. Rassurez-moi, les chercheurs sont des êtres humains, n'est-ce pas? On peut se poser des questions des fois. Et donc, l'idée de simplexité, c'est ça. On est tiraillé en permanence en tant que chercheur et praticien entre cette complexité, justement, du fait que les gens ne sont pas des robots culturels, mais d'un autre côté, une sorte de simplicité où les gens vont avoir recours à ce qu'ils pensent être leur culture pour expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Notez bien, je dis pensent ce qui est leur culture, et en général la culture nationale. Mais quand vous commencez à creuser, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout la culture nationale, surtout quand on est dans l'interaction. Une citation de Amartya Sen, je pense que peut-être certains d'entre vous l'ont lu, il a écrit un livre merveilleux qui s'appelle « Identité et violence », que je recommande, dans lequel il regarde un peu le cas de ce qui se passe en Inde.
Et il nous rappelle dans cette citation, que je ne vais pas lire parce qu'elle est un peu longue, que quand on rencontre quelqu'un, cette personne elle peut être d'origine indienne, français, un citoyen français, un résident américain, une femme, un poète, un végétarien, etc., etc., etc. Donc quand on fait de l'interculturel, pourquoi ne retenir que l'identité, par exemple, nationale ou les origines de cette personne? C'est injuste, parce qu'en fait, on ignore tout ça, et du coup, on va mener à des choses qui sont, lui il dit, politiquement très dangereuses. Il prend le cas de l'Inde, comment certaines personnes ont été maltraitées, justement parce qu'on n'a retenu qu'une partie de leur identité. Foucault, alors toujours mentionner Foucault, en Finlande, il est à la mode actuellement, on est un peu en retard, désolé. Même chose avec Bourdieu, mais j'aurais pas Bourdieu, je m'excuse. Donc Foucault, 88, dans un entretien où un journaliste lui dit « Ah ben oui, mais vous, votre identité, c'est quoi actuellement ?» Alors évidemment, question un peu idiote, parce que demander l'identité de quelqu'un, ça n'a pas de sens, à moins qu'on soit policier, si on devait vérifier le passeport, parce que l'identité est un positionnement. On sait très bien que ce que je vais dire à vous, ou à vous, ou à vous, ne sera pas forcément la même chose, parce que on n'a pas les mêmes relations, parce qu'il n'y a pas le même pouvoir entre nous. Vous savez que l'aspect pouvoir, c'est ça qui est central dans l'interculturel. Quel pouvoir cette personne à qui vous parlez a comparé à vous-même? Donc lui, il dit, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de savoir exactement qui je suis. Ça, j'aimerais tellement qu'on le mette dans les textes européens, parce que c'est ça la clé de l'interculturel. Ce qui fait l'intérêt principal de la vie et du travail, et qui vous permet de devenir quelqu'un de différent de ce que vous étiez au départ. Et l'éducation, c'est ça. On entre, on ressort, comme dans toute la vie, on est différent. Et c'est ça qui devrait être intéressant, différent au pluriel, c'est-à-dire dans nos diverses diversités. Dernier point, langage et pouvoir. Alors on parle très peu justement du langage. C'est bien d'apprendre des langues étrangères, mais il faut peut-être s'interroger un petit peu sur le fait que dès qu'on va entrer en interaction avec quelqu'un, le pouvoir, partagé ou pas, notre position, notre statut social, notre statut en tant qu'universitaire ou, je ne sais pas, chômeur, etc., aura un impact, bien sûr, dans l'interculturel. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'aide pas les gens à analyser ce genre de choses? Dans les entretiens que j'ai faits avec des Erasmus en France, beaucoup disaient « Oh, j'en ai marre, dès que je dis je suis français, les gens me prennent pour un mytho. » Parce qu'ils pensent que les Français parlent pas d'autres langues, que les Français sont arrogants, que les Français sont ça. Donc, un certain nombre d'entre eux mentent sur leurs identités, pour ne pas justement être classés dans cette case du français idiot, chauvin, etc., etc. Parce que c'est le type de représentation que l'on a, par exemple, dans le contexte finlandais. Alors, Lakoff a écrit un livre qui s'appelle Power and Talk, ou quelque chose comme ça. Donc, il nous rappelle que toutes nos interactions, tous nos actes d'interaction sont politiques. Dès que vous entrez en interaction avec quelqu'un, vous êtes dans la politique. Alors, certains d'entre vous vont dire, oh, non, pas avec les amis. Si un ami vous donne un cadeau, par exemple, vous n'aimez pas le cadeau, vous faites quoi? Non, mais réaction par rapport à lui. C'est-à-dire, on vous donne un cadeau, mais je pense que la plupart d'entre nous vont remercier en disant « Ah, c'est sympa, j'ai toujours rêvé d'avoir ça, etc. » Peut-être un certain nombre d'entre nous qui ont trop d'amis et qui veulent en perdre diraient ah, mais quelle horreur !» C'est ça le pouvoir. Moi, je ne parle pas du pouvoir politique, mais du pouvoir de la micro-interaction. Et on est dans ça en permanence, avec sa famille, ses amis, ses collègues, etc. etc. Et donc, elle continue en disant à travers... si on considère une seule journée, essayer de penser justement à ces rapports de pouvoir, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et des fois, on utilise justement ce pouvoir dans la parole pour le faire. Pensez à l'accent. Pourquoi est-ce que les gens veulent apprendre le vrai français, le vrai anglais, etc. Parce que ce sont des formes de français et d'anglais qui ont du pouvoir. C'est le français de Paris, c'est le français de la grande bourgeoisie, etc. C'est ça qu'on veut apprendre. J'ai travaillé avec des éditeurs finlandais, on avait écrit des textes, c'était pour apprendre le français, on avait écrit des textes dans lesquels il y avait un Algérien, un Français, un Finlandais et un Allemand. Mais ils ont pris que des Français pour lire le texte. Moi j'ai dit, on ne peut pas demander à un Finlandais, un Allemand de lire en français. Et on me dit, non, les profs, ils ne veulent surtout pas entendre ces accents-là, ils veulent entendre le vrai accent français. Et là je leur dis, mais c'est quoi le vrai accent français? Qui peut dire que le meilleur? C'est celui qui a plus de statut social, économique, etc., etc., bien sûr. Donc quand on apprend une langue étrangère, vous savez qu'on a quand même formé
et qu'on est en train de continuer à former des schizophrènes. Ben si, l'enseignement des langues, c'est de la schizophrénie, parce qu'on leur dit, ben, voici le modèle que tu dois apprendre. Et ce modèle, ben, on ne peut pas l'apprendre. Parce que d'abord, il n'existe pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a 3 personnes qui vont parler comme ça dans le pays, hein, et ceux qui ont le pouvoir, et c'est pas... Donc, quand on continuera à faire croire aux gens qu'ils peuvent apprendre à parler comme un natif, enfin, on va se planter. Hein. Donc, vous excusez jamais. J'entends beaucoup de Français, malheureusement, quand ils viennent en Finlande, quand ils parlent anglais, ils disent « Oh, je suis désolé, j'ai un accent français horrible. » Mais pourquoi on a besoin de dire ça? Et alors? On s'en moque? Je veux dire, tout le monde a un accent, de toute façon, même dans sa première langue. Ok, alors, post-interculturel. J'imagine que je devrais finir rapidement. Donc, on a un certain nombre de turbulences actuellement. C'est-à-dire que dans la recherche ou dans la pratique, il y a des gens qui se posent des questions, qui se disent « Faut arrêter quand même, parce qu'on est en train de faire n'importe quoi. » La première turbulence, c'est il faut mettre fin au différentialisme à outrance. On est différent, ok, mais on est aussi dans les ressemblances. Et les ressemblances peuvent permettre un travail très intéressant. À Bordeaux, justement, il y a 3-4 ans, j'étais venu pour une journée, justement, pour fêter Erasmus. Et je me souviens d'une gentille prof avec qui je parlais, qui avait organisé des voyages entre la France et je ne sais plus quel pays. Et je lui disais, mais alors ça se passe comment avec les élèves? Elle dit, oh, c'est une catastrophe. Je lui dis, ah bon, comment ça? Elle me dit, ben ouais, ils ne s'intéressent pas à la culture. La seule chose dont ils parlent, c'est la même musique, les mêmes films, les mêmes trucs, etc. Et là, je lui dis, mais c'est pas ça la culture. Non, elle s'attendait à ce qu'ils apprennent la culture, l'histoire, les arts, etc., etc. Donc, en fait, les profs ou les formateurs mettent en avant ce que eux, leur fantasme en termes de ce qu'on doit apprendre, alors que ces jeunes, ils se parlent entre eux en anglais, et même s'ils parlent des trucs qu'ils connaissent, mais c'est ça l'interculturel. C'est beaucoup plus intéressant que de leur faire parler de façon artificielle de, je sais pas, l'histoire de... Bon, je dirais rien. Ok. La fin du biais individualiste aussi. Pourquoi dans l'interculturel, c'est toujours l'autre qui est responsable? Je suis désolé, dès qu'on est en interaction, il y a au minimum 2 personnes. Et des fois, eh bien, on peut être très incompétent interculturellement à cause de l'autre. Ou on peut être très incompétent interculturellement parce qu'on a des problèmes, parce qu'on est malade, parce qu'on est etc., etc. La compétence interculturelle, c'est pas un truc statique. Et personne ne peut dire qu'il est compétent ou elle est compétente interculturelle complètement. Ça ne fait pas sens, parce que ça veut dire que ce ne sont pas des humains. Hein? Et être humain, c'est quand même dur, parce qu'il faut négocier en permanence tout ça. Le troisième point, se rappeler que l'interculturel est un point de vue. Hein, c'est-à-dire, c'est nous qui mettons un mot sur des phénomènes. Et que ces gens qui vivent ces phénomènes ne considèrent peut-être pas ça comme étant l'interculturel. Se rappeler aussi que l'interculturel, hein, on a tendance à regarder les structures. C'est-à-dire, ben voilà, pour communiquer avec cette personne, il faut que je connaisse sa culture. D'ailleurs, si vous voulez faire de l'argent, il y a le métier d'avenir, bon, qui est déjà un, c'est consultant interculturel. J'adore, j'ai fait ça à Hong Kong pendant 1 an, j'ai fait plein d'argent. Alors j'ai vendu des bêtises, pas possible. On m'appelait en me disant, voilà, mon manager de chez L'Oréal va aller voir son collègue à Berlin, faut lui expliquer, parce que vraiment la culture allemande ne connaît rien, donc vous allez lui dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire avec les Allemands. Donc moi je faisais des jolis PowerPoint, bon, plus jolis que ça parce que c'était le business, donc il fallait vendre, il y a des trucs qui bougeaient et tout. Et je leur disais, ben voilà, alors il faut serrer la main droite, surtout regarder bien dans les yeux, l'honnêteté c'est important avec les Allemands, parce qu'évidemment c'est pas important avec les autres, etc. Et ils étaient contents, ils repartaient. Alors j'ai jamais su, ils sont jamais revenus, j'espère qu'ils ont gagné leur fric. Par contre, ce qui se passe actuellement, c'est que tout le monde a recours aux consultants interculturels. Alors imaginez, un manager finlandais va en Chine vendre, j'aurais envie de dire Nokia, mais Nokia est mort, donc pas Nokia, mais autre chose, un ascenseur par exemple, connaît, K-O-N-E, vous avez dû voir ça, vous savez quand vous prenez l'ascenseur au Galeries Lafayette, c'est toujours marqué connaît, ils ont rajouté un accent d'ailleurs en français, parce qu'autrement ça sonnait pas très bien. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais ça se prononce connaît, donc voilà, c'est un peu comme Poutine qu'on prononce à la russe, parce que c'est gênant. Donc imaginez, notre Finlandais va vendre un ascenseur connaît, avec un accent, en Chine, et il va avoir un consultant interculturel qui va lui dire fais ça, fais pas ça, offre des fleurs blanches, pas des fleurs machin, blablabla, blablabla.
Alors évidemment, c'est 2013, hein, on n'est plus en 1950, je pense qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris. Mais évidemment, les Chinois font la même chose. Parce que c'est l'un des métiers qui est en train de boomer en Chine, le consulting interculturel. Donc le mec chinois, il va faire la même chose. Il va dire, oh, avec un Finlandais, attention, fais pas ça, fais pas ça. Quand ils vont se rencontrer, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est là où on va être dans le clash interculturel. Parce que le Chinois va projeter une image vachement stéréotypée du Finlandais, et vice-versa. Et c'est là où on peut rater, justement, un certain nombre de contrats. Pardon? Vous avez dit? Non? Ah pardon, je pensais que vous disiez quelque chose. Excusez-moi. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans mes démarches, c'est de regarder, justement, ces exceptions, ces instabilités et ces processus, plutôt qu'essayer de trouver des structures. Parce que les structures, on va se planter forcément. On va forcément se planter parce que les gens ne sont pas des robots culturels. Et ça, il faut s'en rappeler. Alors, turbulence numéro 5, c'est l'importance de ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Vous savez que dans l'interculturel, pour une certaine raison, on se concentre seulement sur le culturel. C'est normal, c'est dans le mot. Ben, quand vous rencontrez quelqu'un, d'abord, on n'est pas sûr c'est quoi de cette culture, c'est quand même des gens qui sont hommes, femmes, des gens qui sont homosexuels, pas homosexuels, des gens qui sont religieux, pas religieux, et bon, c'est un peu noir et blanc, mais bon, c'est encore plus complexe. Et très souvent, ces éléments ont beaucoup plus d'importance que la culture, ou alors sont liés à ce qu'on représente comme la culture. Pensez au sexe des gens, hommes et femmes, désolé de le dire, ben, au niveau de la communication, on n'a pas toujours les mêmes chances. Hein, et on a fait beaucoup de recherches, justement, comment on a montré comment dans de nombreuses cultures, les femmes, je me bats contre ça, donc dites-moi merci mesdames, les femmes se font avoir parce que dans leur culture, on les écrase par l'argument de la culture. Alors là, je ne fais pas référence seulement à l'Arabie Saoudite. Je fais référence aussi à la France et à la Finlande. Je rappelle que les femmes et les hommes en France et en Finlande ne sont pas égaux. En Finlande, si vous allez en Finlande, on va vous dire, bien sûr qu'elles sont égaux, ils sont tous égaux. Regardez, on a une présidente finlandaise, l'un des seuls pays au monde. Et là, vous dites, oui, mais c'est qui le plus important en politique en Finlande? C'est le président ou le Premier ministre? Ben, c'est le Premier ministre, et le Premier ministre est toujours un homme. Il y a eu deux femmes. Alors la première, elle a sauté au bout de 2 mois parce qu'on a dit qu'elle était incompétente, etc., comme d'habitude. Et la deuxième, ben, on l'a placée là parce que les hommes préparaient les élections. Donc une fois qu'ils ont gagné les élections, pouf, elle a giclé, et on a mis un homme qui est toujours Premier ministre. Donc les salaires, hommes et femmes, ne sont pas les mêmes en Finlande. Hein, alors ça, évidemment, vous ne le lirez pas dans tous les merveilleux articles que vous lisez sur la Finlande, parce qu'autrement, on ne vendra plus notre éducation, et ce serait dommage. Donc voilà, l'intersectionnalité, ça a quand même énormément d'importance dans l'interculturel. La justice. Alors la justice, c'est un peu cliché, parce qu'on parle de social justice partout, et moi je suis un peu fatigué, parce que je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Pour moi, la justice, c'est tout ça. C'est-à-dire, arrêtons de traiter les gens à partir de nos perceptions et vision très limitée de ce qu'ils sont, notamment en liaison avec leur culture. Arrêtons de comparer les cultures, surtout quand ces éléments ne sont pas du tout comparables, parce que ce sont des imaginaires. Hein, j'entends très souvent, oh, les Finlandais sont moins polis que les autres. Ça veut dire quoi? C'est quoi la politesse? Qui juge de ce qui est... Vous savez, quand vous dites en français à quelqu'un, ça va, on s'en fout de la réponse la plupart du temps. Hein, vous dites, bah ça va. Alors non, moi je m'en fous pas, parce que très souvent je dis, oh, non, ça va pas, je suis un peu malade et tout. Et là les gens sont là, ça ne va pas quoi dire, parce que vous n'êtes pas censé dire ça. Mais évidemment, pour un certain nombre de gens, c'est ça la politesse. Alors qu'en Finlande, ben, la politesse, ça va être simplement un regard. Mais moi je préfère un regard que quelqu'un qui va me dire ça va simplement parce que enfin, moi je le fais, enfin, ce sont des automatismes en français et en anglais, on n'y pense même pas. Hein, mais c'est ça. Donc dire qu'un peuple est plus poli qu'un autre, moi, je ne suis pas sûr que ça ait un sens d'un certain côté. Parce que, c'est-à-dire que pour mettre en avant cette explication, on juge à partir de notre propre compréhension de ce que c'est que la politesse. Dernier point, peut-on évaluer? Alors, je voulais vous montrer ça, mais je ne vous le montrerai pas, c'est une vidéo très sympa. Compétences interculturelles. Non, désolé, c'est très sympa, mais je préfère que vous souffriez en m'écoutant comme ça. Histoire de bien vous irriter avant la fin. Alors, compétences interculturelles, bien sûr, alors, on est dans l'imaginaire, hein, parce que c'est un phénomène très instable, qui est lié aux interactions et au pouvoir, que l'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas toujours contrôler ce qui se passe entre les gens.
Impossible à évaluer sommativement. Personne ne peut dire, bon, il y a des universités dont je ne citerai pas les noms, qui offrent justement des tests de compétences interculturelles, donc ils balancent les individus devant un ordinateur, ils ont 400 questions sur je ne sais pas combien de cultures, et à la fin on leur dit, bah ouais, désolé, vous êtes 10% compétents interculturellement, donc en bref, vous êtes un mort, parce que vous ne pouvez pas communiquer avec qui que ce soit. Et ces tests sont liés sur des questions factuelles. Par exemple, vous arrivez chez un Chinois. 1, vous n'enlevez pas vos chaussures. 2, vous enlevez vos chaussures. 3, vous mettez une double paire de chaussures. Donc voilà, vous répondez. Et le contexte, et les gens, enfin je veux dire, ce sont des choses qui se négocient. Dire quand vous arrivez, par exemple, quand vous êtes étranger, moi ça j'ai remarqué ça des centaines de fois en Scandinavie, évidemment on enlève les chaussures en Scandinavie. Pourquoi? Parce que quand il neige, je suis désolé, c'est quand même dégoûtant d'entrer dans une maison et de mettre de la neige partout. Enfin je veux dire, il faut... donc il y a des étrangers qui disent « Oh, mais ils m'ont pas prévenu. » Pas prévenu, mais ils ont un peu la cervelle avant. En plus, quand vous arrivez dans une maison, il y a une centaine de paires de chaussures là. En général, c'est un signe de quelque chose, quand même. C'est ça la compétence interculturelle. C'est aussi être un peu critique, quoi, et moins passif. Par contre, pour les compétences interculturelles, 2 collègues, Geneviève Zerat et Gohar Radenkovitz, qui devaient venir mais qui n'est pas venu, ont proposé de dire... On ne va pas parler d'évaluer les compétences interculturelles, mais de les reconnaître. Parce qu'en fait, tout le monde a ses compétences. Si on part de simplement la connaissance culturelle, parce qu'on doit communiquer en permanence avec des gens différents, même qui partagent la même langue. Donc on a ses compétences. Des fois elles marchent, des fois elles ne marchent pas, et c'est pas parce qu'on est bête ou parce qu'on n'a pas les connaissances, mais c'est aussi parce que des fois il y a des émotions. Vous rencontrez quelqu'un, je vous donne un exemple, vous rencontrez quelqu'un qui a le prénom d'une personne que vous détestez. Vous ne pensez pas que ça a un impact un peu sur le début de l'interaction? Bon, je ne vais pas vous dire c'est lequel pour moi, parce qu'à chaque fois je me fais avoir, il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça dans la salle. Et je ne devrais jamais dire ça, parce que j'ai envie de dire, allez, non. Ou alors vous voyez quelqu'un qui vous rappelle quelqu'un. Cette intertextualité va avoir un impact potentiellement sur ça. Moi, j'étais en Suisse il y a même pas une semaine, j'ai rencontré une femme qui m'a rappelé une amie d'enfance que j'aimais beaucoup, tout de suite ça a cliqué. Et on s'est éclaté, on n'est pas passé par tu viens d'où, etc., etc. Parce que je lui ai dit directement, elle disait, tu me rappelles une amie, j'adore, etc. Et elle était, parle-moi-en un peu, et puis on a commencé comme ça. Ok, alors il y a plein de modèles intéressants, je ne vais pas vous les citer, mais il y a celui de Holiday et Al 2009. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un email. Il y a aussi Breidenbach et Neuiri qui ont écrit un livre intéressant qui s'appelle Voir la culture partout, et ils ont des anecdotes merveilleuses de comment on se moque du monde justement avec la culture. Le meilleur exemple qu'ils donnent, c'est celui d'un cours de communication interculturelle à l'université en Australie. Vous savez, il y en a partout des cours ridicules comme ça. Et la première thématique, c'est comment on se salue dans votre culture. Alors, donc la prof, il y avait des gens de partout, elle dit, ok, alors vous les Chinois là, comment vous saluez dans votre pays? Les Chinois d'abord, vous les Américains, ok. Vous les Japonais là, comment vous saluez dans votre culture? Et un petit Japonais, je dis toujours un petit Japonais, un Japonais, vous voyez, moi aussi je suis dans mes représentations, parce que je suis un humain, même si je suis chercheur, je suis humain. Et donc elle vient au monsieur japonais, voilà, c'est mieux, et le monsieur japonais la regarde, il fait « Hello ». Et la dame lui fait « Ok, dans une situation formelle, comment vous dites bonjour ?»« Hello »,« Konnichiwa », enfin quelque chose comme ça. Et là, la prof, elle fait « Non, ok. Alors, si vous rencontrez l'empereur du Japon, comment vous le saluez ?» Et donc lui, il dit d'abord, 1, ça n'arrivera jamais, et 2, je m'en moque un peu de l'empereur japonais. Et la prof était super choquée et en colère, et du coup, elle a fini par démontrer comment on fait les bases au Japon, ridicule. Où est le contexte? On parle de qui, là? Comment on salue, comment on parle aux gens, etc., va dépendre des interlocuteurs, des contextes, etc. Et ce sont des choses que l'on négocie avec les gens. Par exemple, pensez à la bise. La bise en France. D'abord, il n'y a pas vraiment de règles, parce qu'il y en a qui font 2, 3, 4, etc. Donc pour les étrangers disent toujours « Ah, mais alors c'est quoi la règle ?» Les Français eux-mêmes ne savent pas, donc c'est dur, mais ça se négocie. Donc avant d'embrasser quelqu'un, vous dites si vous n'aimez pas qu'on vous embrasse, vous tendez la main comme ça, en disant « Ah, chez nous, on ne fait pas la bise » ou des trucs comme ça. Moi, par exemple, j'aime pas trop la bise, et je dis
je vis en Finlande depuis 25 ans, je fais plus la bise. Enfin, vous voyez, etc. Hein. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant, justement, ce bouquin, voir la culture partout. Alors, comment on fait tout ça? Tout d'abord, on doit faire du long terme. On a besoin de temps et temps. À la conférence où j'étais en Suisse il y a quelques jours, à chaque fois, on démontrait en fait comment on enseignait l'interculturel. À chaque fois qu'un praticien ou un chercheur commençait, il disait « Bon, j'ai fait ça en 4 heures. » Mais 4 heures, c'est un truc qu'il faut faire tout au long de la formation. Alors évidemment, on ne le prend pas au sérieux parce que c'est de l'interculturel. On se dit « Bon, ça s'apprend en une demi-heure. » Ben non, parce qu'il faut travailler, il faut vraiment réfléchir à tout ce que je viens de vous raconter ici. Moi, ça m'a pris 15 ans pour le formuler. Hein, c'est parce qu'il faut lire, il faut s'intéresser, il faut être critique. Il faut des enseignants formés aussi. Alors ça fait rire. Mais j'ai une de mes doctorantes qui va soutenir sa thèse en français. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer au mois de décembre. Elle a regardé justement comment on enseignait l'interculturel en Finlande. Une cata. Les profs ne sont pas formés. En général, ce sont des linguistes, parce qu'on dit la langue, bon, c'est la même chose. Ou alors des étrangers qui ont un poste à l'université, mais parce qu'ils sont étrangers, on leur en fait enseigner l'interculturel, parce que, évidemment, ils sont spécialistes. C'est comme demander à un russe d'enseigner le russe, parce que c'est sa première langue. Ouais, il n'a pas de formation, mais c'est pas grave, évidemment, c'est sa première langue, donc il pourra l'enseigner. Et là, c'est très dangereux. Parce que moi, j'assistais à des cours en Finlande et en Allemagne, etc. On en est encore en 1950, hein, avec Edward T. Hall, par exemple, que vous connaissez certainement. C'est grave, parce qu'on est en 2013. Hein, et c'est grave parce que ces profs ne sont pas conscients des idéologies qui traversent en fait ce type de recherche à l'époque. Donc la formation est très importante, avant, pendant et après, pour ceux qui bougent, la réflexivité. Ça, la réflexivité, c'est le centre de tout. C'est-à-dire questionner en permanence ce que je dis, ce que l'autre dit, etc. Alors évidemment, pas en n'étant pas agressif, mais en essayant justement de voir comment chacun peut profiter de ces multiples identités au lieu de simplement être mis dans une boîte. Et les approches critiques pour l'enseignement, donc parler de pouvoir plutôt que de culture, parler d'identification plutôt que d'identité, ouvrir la définition de l'altérité. Pourquoi l'altérité c'est l'autre? Moi aussi je suis altérité. Et dans tous les contextes. Prendre en compte l'importance du contexte et des interlocuteurs. Et, alors ça j'adore cette expression de Jacques Derrida, alors il parlait d'hospitalité. Est-ce que quelqu'un a lu ce merveilleux article qu'il a? Donc hospitalité, il dit, dans tout acte d'hospitalité, il y a de l'hostilité potentielle. Hein, donc par exemple, vous arrivez à l'étranger, vous arrivez chez quelqu'un, si vous ne faites pas vraiment ce que votre hôte vous demande de faire, il y a de l'hostilité potentielle qui va arriver. Hein, vous savez, vous êtes assis, vous êtes en train de déjeuner avec des gens, il y a quelque chose qui vous semble dégoûtant sur la table, la plupart des gens vont manger. Parce que la personne a perdu du temps, etc., à moins qu'il soit allergique, etc., ce qu'il faut expliquer avant. Et il y a plein de choses comme ça. Donc, il y a une différence de pouvoir entre celui qui accueille et celui qui est accueilli. Parce que celui qui est accueilli est en général de passage, et ce n'est pas son lieu à lui. Hein. Est-ce que vous connaissez, il y a une émission merveilleuse qui était produite en Belgique qui s'appelle Striptease. Vous connaissez? Il y a un épisode merveilleux de Striptease où il y a une Chinoise qui arrive chez une famille française. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Donc elle arrive comme au père. Et au départ, c'est une famille qui adore les Chinois, ils ont plein de trucs ridicules chinois chez eux, etc. Ils pensent qu'ils sont chinois, etc. Et donc, elle vient pour éduquer leurs gamins, mais en fait, donc au début, ils sont super positifs. Oh, qu'est-ce qu'elle est élégante, regarde ses mains, et puis elle parle bien, et puis bon, elle est très feng shui, etc. Tous ces clichés. Mais en fait, ils commencent à l'utiliser pour qu'elle enseigne le chinois à toute la famille. Et à un bout d'un moment, elle n'est pas prof de chinois. Elle dit, moi je suis au père, je ne suis pas prof de chinois là, qu'est-ce que vous faites? Ils la mettent à la porte. Après, donc la caméra reste de Striptease, mais les discours sur les Chinois et la Chine est complètement différent après ça. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont exigeants quand même, écoute, on lui a donné une super chambre, elle avait plein d'argent et tout, enfin quand même, on lui demande de nous enseigner un peu sa langue, etc. Donc tout de suite, cette espèce de balancement, parce que l'hospitalité n'a pu fonctionner, c'est-à-dire qu'il lui donnait tout, mais elle devait donner encore plus à chaque fois. Et dès que ce contrat était cassé, ça menait à cette hostilité où elle était virée de chez eux, en fait. Ok.
qu'est-ce qui me reste? Non, je pense que je vais finir là. Ce que je voulais vous montrer là, c'est simplement quel type d'objectifs on peut poser pour une éducation interculturelle à la mobilité. Bon, je vais en prendre certains. Par exemple, le premier, se donner des objectifs réalistes. Quand on bouge, faut arrêter de penser qu'on va devenir natif, faut arrêter de penser qu'on va apprendre la culture de l'autre, faut arrêter de penser qu'on va devenir comme l'autre, ça fait plus sens. Ça n'a jamais fait sens d'ailleurs, je crois. Donc ça, c'est pas réaliste de faire croire aux étudiants, même si c'est pas nous forcément, mais d'avoir cette idée que... Parce qu'en fait, surtout pour la mobilité Erasmus, il y a un malentendu par rapport au statut d'étranger. C'est-à-dire qu'on a l'image dans notre tête qu'on va être des immigrés. En fait, les Erasmus ne sont pas du tout des immigrés, ils sont de passage. Alors, j'ai écrit un article il y a très longtemps où je faisais la différence entre ce que j'appelais l'étranger solide et l'étranger liquide, en référence aux travaux de Zygmunt Bauman. L'étranger solide, c'est celui qui va partir et qui va essayer de s'intégrer. Alors, intégrer, je ne suis pas sûr ce que ça veut dire, mais peu importe, donc de vivre là, alors que l'étudiant Erasmus, il est liquide dans le sens où il est vraiment de passage. Il se retrouve dans des contextes où il n'est pas forcément en contact avec les locaux, et ça, c'est important. Pourquoi cette obsession du local? Je veux dire, quand j'ai interviewé mes Erasmus, c'était très amusant. À la fin, ils disaient, je leur disais, alors tu es satisfait de ton expérience? Oui, alors j'ai rencontré des gens partout, j'ai mon ami du Brésil maintenant, etc. Et ils finissaient toujours par dire, mais c'est quand même triste parce que j'ai pas rencontré vraiment de Finlandais et c'est pas la même chose. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce monde? Ils me parlent de relations extraordinaires qu'ils ont développées avec des gens d'un peu partout du monde, et en fait, ils sont déçus parce qu'ils n'ont pas parlé et rencontré un seul Finlandais. Et alors? Moi, personnellement, je ne vois pas le problème. On est en 2013, on n'est plus en 1950 ou 1930 à la limite. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas d'accord avec ça. Mais réfléchissez. Je ne dis pas que j'ai raison, mais réfléchissez aussi. Non, le reste, on en a parlé un tout petit peu, donc ça ira. Voilà, je vous remercie. Je voulais signaler simplement que j'ai créé une collection chez Peterland qui s'appelle Education Beyond Borders. C'est une série qui est trilingue, donc français, anglais, allemand, et on vient de sortir le premier volume qui s'appelle, en anglais, Le phénomène Erasmus, symbole d'une nouvelle génération européenne. Donc on a rassemblé des jeunes chercheurs et des chercheurs confirmés, enfin c'est pas moi, c'est les éditeurs du livre, autour du phénomène Erasmus. Et c'est vraiment un livre que je recommande parce qu'il remet un petit peu en question certaines idées que l'on a tendance à avoir sur Erasmus. Voilà, je vous remercie et il est l'heure. Une ou deux questions si vous voulez, ou des remarques, on n'est pas obligé. Vous pouvez m'envoyer un email, hein, vous avez mon email ici, je serai ravi de répondre, je réponds à tous mes emails en général. C'est toujours un plaisir d'entrer en dialogue avec des gens qui viennent de contextes complètement différents. Quand je dis ça, je veux dire autres que chercheurs ou même chercheurs, pour débattre un petit peu de ces idées. Et ça, je pense que c'est important. Et je vous rappelle que j'avais un ton provocateur. Madame. Merci pour le ton provocateur Mais qui réveille en fin de journée. Non, je voudrais juste dire au nom de l'Office franco-allemand pour la jeunesse de l'OFAGE, c'est vrai que j'ai pris conscience qu'en fait à l'OFAGE, on est à la fois très avancé sur cette réflexion et en même temps on est tombé dans les lieux communs. Je me suis aperçue que finalement dans mon intervention, je n'ai pas arrêté de parler d'apprentissage interculturel. Enfin, non mais c'est intéressant quand même que vous rappeliez que, attention, on a l'impression d'être très ouvert, très à l'avant-garde, et voilà, des êtres humains très ouverts sur le monde. Et en fait, parfois, voilà, on drague les lieux communs en permanence. Donc merci beaucoup pour votre intervention et aussi d'avoir vraiment rappelé j'allais dire, je sais pas, cette expérience nécessaire d'être à la fois dans la posture de celui qui accueille et de celui qui est accueilli. C'est vrai que par exemple à l'OFAGE, dans les projets trinationaux pour lesquels on obtient des subventionnements supplémentaires d'autres ministères que notre ministère en charge, ils essayent en ce moment de réduire justement cette dimension tripartite, c'est-à-dire on va dans les 3 pays et nous on essaie de leur expliquer avec des arguments scientifiques que c'est essentiel pour cet entre guillemets apprentissage interculturel. Donc merci d'avoir donné des arguments. Voilà.
Je vous remercie. Je voudrais surtout que vous compreniez bien, et vous l'avez vu par rapport à mon humour ou par rapport aux remises en question que je fais sur moi-même dans mon discours, que bien sûr, je fais aussi tout ça. Parce que je suis un être humain. J'espère que ça, vous l'avez bien compris. C'est-à-dire, je n'étais pas là pour dire attention, etc. Tout ce que je vous dis là, c'est fondé sur mes propres recherches et aussi sur mes erreurs. C'était tout à fait perceptible. D'accord, c'est très bien, merci. Je pense qu'il y avait une question là, et puis on terminera. Oui, c'était plus une remarque qu'une question, mais c'est vrai que c'est très intéressant justement de reprendre un petit peu tout ce qui est autour de cette notion d'interculturalité, de culture, etc. Nous, moi je suis doctorante en didactique des langues et des cultures, et je fais une thèse justement sur tout ce qui est un peu rapport interculturel. Et justement, on travaille avec l'université de Turku, où avec un cours justement d'interculturel. C'est quel département? Le département de français. Ah, c'est Anna-Marie Cosma. Voilà, c'est avec elle que je travaille. Grande amie. Et voilà. Et donc, on met en relation nos étudiants de l'université de Nantes qui veulent aller en Finlande et qui apprennent le finnois, avec des étudiants de l'université de Turku qui apprennent le français, et donc tout ça dans un but de préparation à la mobilité. Et on se rend compte effectivement que les étudiants en arrivant veulent découvrir le finlandais et parler le finnois, avec un grand L, voilà. Donc on leur fait passer ces fameux questionnaires de pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un finlandais? Donc on tombe dans tout ce qui est sympathique de culture finlandaise, sauna, tout ça, Suomi, ce genre de trucs. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est quand on les amène justement à discuter, pas que des différences, c'est-à-dire qu'on fait des tâches, où en fait l'objectif final, la macro-tâche, on va dire, c'est de faire une petite fiche qui pourrait les aider en arrivant dans le pays. Donc comme ça, ils peuvent balayer un truc assez large. Et à force de ne pas parler que de différences, ils se rendent compte que finalement, ils se ressemblent sur pas mal de choses. Et quand on leur représente le questionnaire à la fin du parcours, et ils ne savent plus quoi répondre, ils s'offusquent en fait presque. Ils font franchement, c'est quoi ces questions? C'est quoi un finlandais? C'est quoi un français? Qu'est-ce que vous voulez que je dise, quoi? Je vous remercie pour ça. En fait, c'est moi qui ai lancé ces exercices quand j'étais dans le département. Oui, c'est ce Je pense que vous avez reconnu, parce que... Mais en fait, à l'époque, on faisait ça entre étudiants finlandais qui apprenaient le français, des étudiants en Inde, des étudiants en Roumanie, etc. C'est-à-dire qu'on ne choisissait pas des francophones natifs, entre guillemets. Parce que là, je pense que très souvent, quand c'est un francophone natif pour des apprenants de français, ce n'est pas votre cas. Je connais très bien Anna-Maria, je lui fais confiance et je vous écoute, je vous fais confiance aussi. D'ailleurs, on s'en moque si je ne vous fais pas confiance ou pas, mais peu importe. Je me protège, vous voyez. Et donc, parce que quand on est face à un natif, par exemple sur l'ordinateur, il y a encore cette espèce de hiérarchie, c'est-à-dire le natif représente le pouvoir, il se connaît la culture, etc. Alors, moi, l'idée à l'époque, c'était d'essayer de faire table rase. Alors, c'est jamais table rase, parce qu'il y a des non-natifs qui ont plus de pouvoir que d'autres, dans le sens qui parlent mieux. Hein, donc je suis vraiment très content que ça marche, parce que c'est une démarche qui me semble tout à fait intéressante pour ça. Ouais. Et c'est vrai que justement cet aspect d'intersectionnalité dont vous avez parlé est intéressant, parce que justement quand on observe les échanges, on s'est rendu compte à un moment qu'il y avait une conversation qui commençait à tourner un peu en vrac, parce que les garçons du côté français et du côté finlandais parlaient de foot, et les filles non, et donc elles ont commencé à s'énerver, genre mais c'est quoi ce cirque, on n'est pas là pour parler de foot et tout, et donc c'est vrai qu'on se rend compte que l'autre, c'est pas l'autre d'une autre culture nationale, c'est une altérité qui se trouve partout, et donc c'est ce qui est intéressant. Et dans le cadre des cours d'Anna-Maria, elle donne effectivement un cours complet sur ce que j'appelais à l'époque et qu'elle appelle aussi les figures de l'altérité, c'est-à-dire qu'on regardait ce que c'est. On allait au-delà simplement de l'immigré, surtout d'un certain type d'immigré, parce que je vous rappelle que tous les immigrés ne sont pas traités de la même façon par nos médias, etc. C'est une banalité, mais il faut le rappeler. Hein. Je vous rappelle que ce qui est irritant en Finlande, c'est on dit le mot immigré, mais on sait très bien de qui on parle. Hein. C'est pas le blanc qui a un statut social, c'est toujours le pauvre réfugié, etc., qui ne sont pas tous pauvres. Merci.